L'invité café. L'invité café aujourd'hui, la politique est à l'honneur cette semaine dans l'invité café. Parole de nos députés à partir d'aujourd'hui, celui de la première circonscription. Pour commencer, Gabriel Serville est notre invité. Bonjour Gabriel Serville. Bonjour Monsieur Thérèse, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de UN Première Radio. Alors, vous avez co-signé ce fameux courrier à la ministre de la Santé concernant la situation au centre hospitalier de Kourou. Est-ce que la réponse d'Agnès Buzyn vous convient ? La réponse ne me convient pas, mais je m'y attendais. Ah. Je m'y attendais puisque c'est un petit peu le son de cloche que nous avions déjà reçu de la part du directeur du CHK. Cependant, je ne voudrais pas rentrer dans les détails techniques de ce dossier parce que c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Et ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est à quel point je voudrais à nouveau condamner avec la plus grande fermeté l'absence du directeur du CHK et l'absence de la directrice générale de l'ARS à la réunion qui était programmée pour avant-hier après-midi. Je trouve là encore que c'est beaucoup de mépris vis-à-vis des élus de Guyane, beaucoup de mépris vis-à-vis de travailleurs qui sont en souffrance. Et je considère que quelles que soient les motivations des uns des autres et quelles que soient les raisons qui avaient été évoquées, il aurait été préférable qu'ils se déplacent à cette réunion-là. Vous êtes toujours en colère contre elle pas nécessairement contre elle, mais contre un système qui, dans sa globalité, nous donne le sentiment d'un détachement, d'une arrogance, d'une suffisance que je voudrais encore condamner. On est vraiment dans la Macronie où d'un côté, on parle de grands débats pour permettre aux Français de se réconcilier avec la chose publique, et puis de l'autre côté, on prend des décisions. Benjamin Grive vous l'a dit, que les mesures du gouvernement seront radicalisées. Aujourd'hui, on a une directrice de l'ARS qui arrive le 7 et qui le 8 décide de ne pas se rendre à une réunion avec des élus. Je trouve ça vraiment de très mauvais augure pour la suite des événements. En tout cas, ça ne va pas faciliter la reprise du dialogue social. Alors, vous dites que vous attendiez à cette réponse de la ministre de la Santé, c'est-à-dire qu'on va vers un statu quo, rien ne changera et le mouvement risque de durer, de perdurer. Je crois qu'il faut que l'intelligence prévale en toutes circonstances et que la sagesse l'emporte. J'espère véritablement que la directrice générale de l'ARS va se rendre sur les lieux. J'imagine qu'elle a été très très mal conseillée par des personnes qui de toute évidence n'avaient pas intérêt à ce que la situation évolue. Encore une fois, je le répète, c'est une situation qui est complexe et qui va nécessiter que les partenaires en présence prennent le temps de s'écouter autrement. Alors, un bras de fer permanent avec le gouvernement sur tous les plans pour tenter d'obtenir gain de cause. C'est cela, le quotidien de parlementaire, Gabriel Serville. Mais c'est cela mon quotidien de tous les cas, parce que tous les parlementaires ne sont pas placés dans la même logique que moi vis-à-vis du gouvernement. Vous savez, on parle de plein de sujets en ce moment. Je vous ai écouté ce matin qui parlait encore des squats. Je vous rappelle que j'avais déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée pour nous permettre de mieux lutter contre les squats. Mais de la mesure où la question des squats posée avec cette ampleur ne regarde pas les députés français de la France hexagonale, c'est un sujet qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Donc voilà un petit peu la réalité. Et quand monsieur le préfet se contente de dire qu'il faut que le propriétaire se démène, qu'il faut que les maires prennent ça à leur charge, moi je vais dire à monsieur le préfet que ce que nous vivons aujourd'hui n'est autre qu'une conséquence de l'immigration irrégulière massive qui touche la Guyane, et le contrôle des frontières étant une compétence régalienne, il aurait été préférable qu'en amont, l'État exerce ses responsabilités, ce qui n'a pas été fait. Donc après, lorsqu'on est face à cette situation, on aura beau accuser tout le monde, mais je dis que tout le monde est responsable et que la préfecture, que les services de l'État ne peuvent pas continuer de cette manière-là à s'exonérer de leur part de responsabilité. Véronique Betts. Alors, sans vouloir me faire l'avocat du diable, désormais, grâce à une récente loi, le préfet peut aller plus rapide, peut ordonner les expulsions et les évacuations plus rapidement, sans passer par cette longue procédure judiciaire. Et puis, l'année dernière, le Parlement avait tenté de lutter contre l'immigration irrégulière en rendant le RSA moins attractif, puisqu'il fallait 15 ans pour l'obtenir. Le Conseil constitutionnel vient de retoquer cette décision. Donc, est-ce que l'État ne fait vraiment rien, ou est-ce que l'État fait des choses qui ne fonctionnent pas ? De toute évidence, l'État fait des choses qui ne fonctionnent pas et qui surtout sont anticonstitutionnelles. Et c'est des choses que vous aviez demandé, élus de Guyane. J'avais demandé de la fermeté, mais j'avais toujours aussi dit qu'il fallait de l'humanité. Vous prenez quelqu'un qui arrive en situation irrégulière sur le territoire de la Guyane. En général, il attend au moins 5 ans avant d'être régularisé. Lorsqu'il arrive à se faire régulariser, on lui demandait d'attendre 5 ans encore. Donc ça fait 10 ans. Mais vous savez que les gens ont le droit d'avoir des enfants. Donc moi, la question que je pose, elle est aussi par rapport à l'avenir de ces enfants-là. Et aujourd'hui, on va dire d'attendre les 5 ans d'irrégularité, plus 15 ans de régularité, avant que de pouvoir rentrer dans la dynamique de se
solidarité. Vous imaginez les conséquences que cela peut entraîner sur la manière dont ces parents-là pourront accompagner leurs enfants qui ont vocation à devenir demain des jeunes Guyanais qui vont contribuer avec nous à la construction de cette société. Mais au-delà, j'ai expliqué dans l'argumentaire, nous avons expliqué dans l'argumentaire, qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir deux catégories d'étrangers. C'est-à-dire qu'il y aurait les bons étrangers, entre guillemets, qui proviendraient de la Suisse, de l'Union européenne, et puis il y aurait les mauvais étrangers qui, eux, seraient dans ce bassin de vie, ce bassin de la Caraïbe, ce bassin de l'Amazonie, dont nous faisons nous-mêmes partie. Moi, je considère que ce qui peut être bon pour la France hexagonale dans son environnement géopolitique, géostratégique, peut être aussi bon pour la Guyane dans son propre environnement, d'où l'intérêt pour nous, encore une fois, d'avoir un cadre statutaire qui nous permette de répondre naturellement à ces problématiques. Justement, vous venez de nous dire qu'il est difficile de se faire entendre à l'Assemblée nationale quand on ne fait pas partie de la majorité. Alors comment dans ce contexte vous faire entendre et comprendre sur nos sujets de préoccupation actuels? Alors je parle des accords de Guyane, la question statutaire justement. On se fait entendre. La difficulté, c'est qu'on n'obtient pas forcément les réponses tout de suite. Mais vous savez que le travail que nous faisons de marteler, de revenir sans cesse pour poser les questions, c'est un travail qui finit par porter des fruits. Le travail que je fais de contrôle, parce que je rappelle que le travail du député, c'est voter les lois, c'est contrôler l'action du gouvernement et c'est évaluer les politiques publiques. Et bien, ce travail-là, nous le faisons. Et petit à petit, il y a des sujets sur lesquels on finit par obtenir des inflexions du gouvernement. Si vous prêchez dans le vide... Ah non, mais on prêche pas dans le vide. Ouais. Non, mais on prêche pas dans le vide. À la limite, j'ai envie de vous dire, Monsieur Torres, que le travail que je fais, le travail que fait l'opposition, porte davantage que le travail que ne fait pas la majorité. Lorsque vous regardez les groupes majoritaires à l'Assemblée nationale, même en commission, ils sont toujours muets parce qu'ils sont censés respecter la voix du maître. Ils sont censés respecter les projets portés par le gouvernement. Et ce qui fait changer la donne, ce qui fait qu'on arrive à changer les aides économiques que apportent aux entreprises, ce qui fait qu'on arrive à avoir une opération d'intérêt national, c'est la voix qui a été portée pendant de longues années par les membres de l'opposition. Donc, effectivement, il faut reconnaître que les choses ne vont pas assez vite, mais il n'empêche que je me sens très utile dans le travail que je fournis à l'Assemblée nationale. Les deux sénateurs qui étaient à votre place hier et avant-hier disaient que ça dépend des dossiers parce qu'eux font certes partie du groupe LREM au Sénat, mais on vote régulièrement contre quand ça ne convient pas à la Guyane. Donc, est-ce que c'est pas une action partagée que la majorité et l'opposition doivent avoir ? Mais c'est ce qui se passe, c'est ce que nous faisons, notamment pour ce qui concerne la Guyane. Il y a des élus qui sont de l'opposition, il y a ceux qui marchent au sein de la République en marche, mais j'ai déjà expliqué que concernant les grands dossiers de la Guyane, sur l'éducation, sur la santé, sur la sécurité, vous avez vu que sur la santé, nous avons réussi à entamer une démarche commune. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, donc je considère que l'essentiel pour nous, c'est de continuer à garder ce cap. Alors justement, pour les sénateurs, on l'a dit, il y a plus ou moins une organisation entre les deux sénateurs, Georges Patient et Antoine Karam, sur des dossiers particuliers, économiques pour Georges Patient, tout ce qui est santé, etc. pour Antoine Karam. Vous, avec Lénaïque Adam, il y a une organisation aussi de travail ou pas du tout ? Vous voulez que je monte à la population en disant que si ? Mais non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'organisation entre Lénaïque Adam et moi. On n'est pas fâchés. On n'est pas dans une espèce de guéguerre permanente, mais nous travaillons sur les dossiers, nous travaillons sur tous les dossiers. C'est ça la difficulté que nous rencontrons, c'est que nous ne sommes que deux parmi 577. Et donc nous sommes obligés de nous impliquer sur tous les dossiers. C'est budgétivore, c'est chronophage, ça prend du temps, mais on fait le travail comme nous pouvons le faire. Il aurait été préférable si nous pouvions nous répartir les tâches. Mais on a vu sur des sujets de fond, lorsqu'on a parlé des aides économiques. C'est le même nombre pour d'autres régions également. Non, mais alors, les autres régions, il ne faut pas croire que ça avance plus vite que chez nous, M. Torres. Vous savez que ce qu'on a fait l'année dernière, en mars-avril 2017, il y a beaucoup de régions qui nous l'ont envié. Mes collègues députés à l'Assemblée nationale me disent régulièrement que vous, les Guyanais, vous avez été précurseurs du mouvement des Gilets jaunes. Donc, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux que les choses n'avancent pas. Moi, ce que je regrette, c'est que effectivement, ça n'avance pas suffisamment vite. Merci Gabriel Serville d'avoir répondu à nos questions ce matin et très bonne année à vous. Allez. Merci. Et puis je voudrais formuler mes vœux de bonheur, de santé et surtout de beaucoup de courage à l'égard de tous nos amis, nos compatriotes guyanais. Je le dis souvent, on a vu l'autre jour à la télé une jeune femme qui est née sans bras, mais qui fait tout avec ses orteils et ses pieds, qui se coiffe, qui se brosse les dents, qui mange, qui coiffe sa fille. Et donc je dis que même quand nous n'avons pas beaucoup de santé, avec un peu d'énergie positive et de courage, nous pourrons éventuellement renverser des montagnes. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.